On me dit oui, mais Anna, ça se trouve, t'es guérie de ta dépression, donc en fait tu peux consommer du sucre normalement. Bah ouais, mais je sais pas si en vrai c'est une addiction et que je replonge. Oh, non, j'ai trop peur quoi. Anna Roy, vous avez écrit un livre pour raconter votre combat contre votre obésité. Comment et pourquoi s'est opérée votre prise de poids? Je dirais que c'est une conjugaison de facteurs. À la fois, j'ai travaillé énormément en tant que sage-femme, trop certainement. Je me suis trop jetée dans les histoires des femmes et ça a été très lourd. Il y a eu des traumas, il y a eu 2 viols, il y a eu la maladie de mon père mon père était tout pour moi. Alors pour le coup, c'était mon alpha et mon oméga, donc j'ai souffert le martyre et de le voir malade et de le voir partir. A posteriori, je pense en fait qu'à la suite de tout ça, j'ai fait une dépression à mon avis très sévère, qui n'a pas été diagnostiquée. Il aurait mieux fallu que je prenne des cachetons et que je me fasse accompagner pour ma dépression, mais dépression qui à mon avis n'a pas été vue parce que j'étais hyperactif, parce que j'étais successful et parce que je dormais très bien. Donc voilà, en tout cas c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une prise massive de poids. Ouais, de 58 kilos, donc c'était quand même... Déjà, entre 2014 et 2015, je prends 20 kilos, déjà en 20 kilos, enfin, vous reconnaissez plus, donc non, c'est quand même une prise de poids très rapide. Moi, j'avais une heure avant laquelle je ne m'autorisais pas à consommer des produits sucrés. Alors quand je parle produits sucrés, c'est pas les fruits, les pains et les pâtes, hein. C'est genre fondant au chocolat, glace, biscuits et tout ça. Et à partir de ce moment-là, 17h, il y avait 2 pâtisseries, puis le dessert, puis avant de me coucher, encore de la mousse au chocolat, des glaces, etc. Enfin, une consommation extrême. Mais par ailleurs, le reste de mon alimentation, les gens me surnomment Madame Alimentation Méditerranéenne ou Madame Ottolenghi, tellement j'aime bien, je suis une très bonne cuisinière et j'aime bien faire des très bons plats, mais j'ai pas un goût développé pour des plats très caloriques au fond. Moi j'aime bien la nourriture assez healthy, comme on dirait aujourd'hui, quoi. Mais sur le sucre, c'était délirant. Il y a eu un moment de bascule, c'est passé du plaisir au besoin. Et là, ça, c'est plus drôle du tout. Comme c'était une pause dans la souffrance, c'était un moment que je m'accordais pour moi-même, je le faisais seule. J'avais honte parce que c'était des consommations quand même de pâtisserie, enfin, un adulte en tout cas, il y a rarement tous les jours des adultes qui mangent 2 pâtisseries au goûter. Souvent les gens disent qu'ils se sentent coupables, moi je me sentais pas coupable. Et quelle a été la réaction de votre entourage? Mais c'est très étonnant parce que l'entourage, et ça il faudrait presque leur poser la question, mais ils le voient forcément, mais ce qui leur fait le plus de chagrin, ce qui les inquiète le plus, c'est que je sois devenue triste au fond. Le poids, bizarrement, je sais pas comment, mais c'est un peu comme moi, il y a une forme de déni ou de pas oser en parler, de pas vouloir me blesser, en tout cas, personne dans mon entourage ne va m'en parler. Et les soignants que vous côtoyez au quotidien, personne ne tire les sonnettes d'alarme? Bizarrement, non, ils vont plutôt me rassurer. Moi, j'étais à 39,9, donc j'étais à la limite de l'obésité morbide. J'ai pas eu la chance d'avoir une obésité sévère sans altération de ma santé. Donc effectivement, j'avais de l'hypertension, j'avais du diabète, prédiabète, j'avais des douleurs articulaires, j'avais 1000 infections l'hiver, je passais de rhume en otite, en angine, en machin, etc. Puis sans parler de ma santé mentale qui a été profondément altérée, tout a été profondément altéré. Comme je suis très hypocondriaque, je suivais ma santé, je faisais plein de bilans sang, puis on voyait qu'il y avait une dégradation de ma santé physique. Mais c'est pas grave, et puis t'as le temps, et puis tu verras plus tard, et ça va aller, et voilà. Et avec toujours ce même truc où il n'y a pas de questions, quasiment pas sur les traumas, et surtout, voilà, il faut manger des légumes verts, il faut manger le rééquilibrage alimentaire, l'alimentation intuitive, enfin tout ça. Et puis avec à chaque fois enfin Madame Roy, il faut juste manger un fondant au chocolat, il faut vous faire plaisir, effectivement, le samedi soir. Mais moi j'étais là, mais je ne peux pas en fait, je ne peux pas. Ce qui semble avoir compliqué votre prise en charge, c'est que l'addiction au sucre n'est aujourd'hui pas reconnue par la communauté scientifique. C'est vrai que l'addiction au sucre n'existe pas, il faut quand même le dire. Il y a une controverse scientifique, mais ça n'existe pas officiellement. Mais peut-être que l'addiction au sucre sera reconnue un jour, hein. Moi j'en sais rien en fait. Et en tout cas, essayer de comprendre pourquoi, quand même on a l'impression que le sucre active le circuit de la récompense, il y a quand même un truc qui est bizarre. D'ailleurs, moi je connais personne qui ont des compulsions alimentaires comme ça, c'est rarement sur des haricots verts, hein, ou sur même un steak tartare. Les gens se bourrent pas de steak tartare ou d'haricots verts. Souvent, ils vont vers des produits sucre gras ou sucre plus. Et d'ailleurs, avec l'industrie agroalimentaire de ces dernières années qui a pris de plus en plus son essor, il y a quand même une augmentation de la prévalence de l'obésité. Donc c'est quand même un peu compliqué de se dire que tout ça n'a aucun lien. À quel moment et comment s'est opérée votre prise de conscience? C'est vraiment devenu d'une amie qui s'appelle Agathe Le Caron, qui est présentatrice de la Maison des Maternelles, et qui me dit simplement « je t'aime très fort » et j'ai la trouille, quoi. Elle connaissait mes problèmes de santé, elle pour le coup, et elle m'a dit « j'ai pas du tout envie que tu continues à te démolir la santé comme ça, donc fais quelque chose ». Le déclic, en tout cas, s'est opéré à ce moment-là. À partir de ce moment-là, je me suis considérée comme malade, et je me suis dit « ok, tu n'es pas responsable, et je vais essayer de m'en sortir ». J'avais vraiment envie de m'en sortir. Alors j'ai tâtonné, etc. Et jusqu'au jour où, le 1er mars 2023, je me dis « j'arrête le sucre, je verrai bien ». L'addiction au sucre n'existe pas, mais en tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est cette consommation de sucre à la fin de l'après-midi, je veux plus d'être esclave de ça. Et j'arrête pour 100 jours parce que je voulais pas arrêter plus longtemps que ça. Mais j'y vais à poil, sans savoir ce que ça va faire, et seul. Ça, grand regret. Aujourd'hui, j'irai voir un addictologue, il y a des addictologues qui croient à cette addiction au sucre, enfin en tout cas qui pensent que c'est vraiment une hypothèse sérieuse. Je ne peux pas mentir, ça a été
Horrible. Ça a été horrible, particulièrement 5-6 semaines. J'avais des vertiges, des étourdissements, des tremblements, des sueurs, des palpitations, tous les symptômes du sevrage que je connais par cœur. Et après, c'est comme après une rupture amoureuse, après... on y pense 300 fois par jour, puis 100 fois, puis 50, puis... Et au fil du temps, ça va de mieux en mieux. Mais au départ, non, quel enfer. J'ai l'impression de dégonfler comme un ballon de baudruche. Je me demande même si je faisais pas de la rétention d'eau ou j'en sais rien, mais je dégonfle littéralement. Je perds pas tant, en fait. 4-5 kilos par mois, quoi. Quand vous partez de 126 kilos, c'est pas la même chose que quand on part de 60. Est-ce que, après, quand vous avez commencé à en parler, vous avez pu compter sur des soutiens? Pas tant. Pas tant, puisque l'addiction au sucre n'existe pas. Donc, enfin, non, mais tu vas pas te priver de dessert toute ta vie. Enfin, c'est complètement débile. Après, il disait, ah, bon, c'est bien, si tu te sens mieux, ils étaient contents pour moi. Hein. Si tu te sens mieux, effectivement, je voyais que j'avais plus d'hypertension. C'était quand même très soulageant de voir une amélioration aussi rapide de ma santé physique et ma santé mentale. Mais au fond, être privé de dessert, c'est être privé d'enfance pour les gens. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. Et puis, c'est lié à tous les moments festifs de notre existence. C'est Noël, la galette, Pâques, les glaces l'été, les anniversaires, enfin tout, quoi. C'est un peu comme quelqu'un, quand il se prive d'alcool, tout le monde est là à lui dire « Oh, allez, sois pas rabat-joie ». Quand l'autre fait des efforts, non, les réactions sont pas toujours soutenantes. Vous êtes assez critique dans votre livre sur le body positivisme, parce que vous dites qu'il est utile mais foireux. Est-ce que vous pouvez développer? Très utile, parce qu'on est dans une société très grossophobe, et ça, donc ça, c'est pas le sujet, mais foireux, oui, quelque part, sur deux aspects. Le premier aspect, c'est que c'est quand même une manne commerciale, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour faire de l'argent, en exposant des corps qui sont pas gros. C'est des femmes qui font de la taille 42, c'est-à-dire la taille moyenne des Françaises, et en fait, elles sont pas grosses du tout, elles sont corpulence normale. Donc ça induit des trucs dans le cerveau qui est pas net. Et la deuxième chose, il faut pas que ça vire à l'injonction à s'accepter tel que l'on est. Tous les corps sont beaux, c'est évident, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, je vois des femmes, la beauté n'a rien à voir avec le poids, mais il faut qu'une femme, si elle souhaite maigrir, ou si elle souhaite ne plus avoir ce poids, puisse être accompagnée. Une fois que vous vous dites, voilà, j'aimerais reprendre ma santé en main, j'ai envie d'explorer les mécanismes qui font que je suis dans cette situation et d'essayer de m'en sortir, bah, y a rien. Il y a rien, il y a des nutritionnistes, voilà, qui vous apprennent à manger, mais souvent, en fait, les gens savent assez bien manger. Et puis voilà. Comment expliquer que cette question du poids soit aussi maltraitée, notamment par les soignants et les pouvoirs publics ? Parce que la question du poids est liée à la question de l'apparence. Et donc, en fait, c'est très compliqué de faire des messages de prévention qui soient doux, gentils et bienveillants. Enfin, et je pense que c'est utile. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est dans une société très grossophobe et on peut pas nier à la fois vous avez plus accès au théâtre, au cinéma, à tout un tas de choses. Et en plus, tout le monde est méchant avec vous. Moi, j'ai découvert la vraie méchanceté, le vrai mal, en devenant énorme. Par exemple, chez les soignants, vous avez presque deux écoles. La première école qui est horrible, de soignants qui vous disent « vous allez mourir dans 2 jours », enfin des trucs horribles, arrêtez de bouffer, enfin des trucs horribles. Et vous avez l'autre école qui est hyper bienveillante, hyper gentille, qui sait pas comment attraper le bout du problème, et qui du coup ne vous dit rien. Qui ne vous dit même pas, peut-être on va faire un bilan sang pour voir si tout va bien, quoi. C'est un peu difficile d'être coincé, mais parce qu'en fait, les soignants sont le reflet du reste de la société, et ils sont un peu embêtés avec cette question, je crois. Comment on tend la perche? La question, elle n'est pas résolue, mais en fait, il faut qu'il y ait, oui, des mains tendues. Et en fait, on n'a pas de... Je sais pas, on n'a pas de guidelines comme on peut avoir avec d'autres choses. On sait que c'est associé à un sur-risque de 2-2, mais on ne dit pas, voilà, l'IMC est très imparfait, à partir de quel IMC on s'inquiète vraiment, à partir de quel IMC on fait un bilan de sang, à partir de quel IMC on fait une échographie hépatique, enfin j'en sais rien. Mais ce serait bien qu'il y ait des guidelines un peu plus clairs. De faire de cette question une question, il y a un Français sur 5 qui est obèse. Aux États-Unis, on sait qu'on a toujours du retard sur eux, il y a la moitié de la population qui est obèse. On peut pas fermer les yeux, dire que ça n'existe pas. L'alcool, il faut voir qu'on revient de très loin en France. Hein. Même l'addiction à l'alcool, il y a 25 ans, ça n'existait quasiment pas. Hein. On donnait de l'alcool aux enfants. Je pense qu'on pourrait faire exactement la même chose pour la question de l'obésité, bien sûr. Mais après, je mésestime pas, c'est-à-dire que les soignants manquent de temps, les consultations sont minutées, donc c'est pas simple. En tout cas, je pense qu'il faut que cette question affleure dans le débat public, voilà ce que je pense.